Le bruit métallique résonna dans le salon silencieux lorsque Ibrahim Traoré lança le dossier sur la table polie. Tous les présents se figèrent. À l'intérieur, les preuves qui ébranleraient les fondations du pouvoir colonial occulte. Des photographies, des documents, des enregistrements, et surtout, une liste. 17 valises, 17 millions, 17 noms. Le cœur de l'ambassadeur français, Jacques Dubois, manqua de s'arrêter. Il essuya la sueur de son front avec un mouchoir de soie, tentant de garder son calme, tandis que Traoré ouvrait la première valise. Des piles de billets européens apparurent, enveloppés de rubans scellés par l'écusson de la Banque centrale de France. « C'est cela que vous appelez diplomatie ?» demanda Traoré, la voix chargée de mépris. L'horloge indiquait 00h17 lorsque l'avenir du Burkina Faso fut redéfini. Là, dans le salon vitré de la salle VIP de l'aéroport de Ouagadougou, sous la vigilance silencieuse des soldats au béret rouge. La tension était aussi dense que l'air humide de la nuit africaine. L'aéroport, habituellement endormi à cette heure, vibrait comme un organisme en état d'alerte. Couloirs isolés, soldats armés à chaque accès, véhicules blindés bloquant l'avion diplomatique français, qui attendait, en vain, l'autorisation de décoller. Le commandant de la sécurité, le colonel Madou Kaboré, se tenait fermement aux côtés de Traoré, bras croisés, observant chaque mouvement de l'ambassadeur avec des yeux d'aigle. La ministre de la Justice, Aminata Traoré, feuilletait les documents avec une précision chirurgicale, tandis que le directeur de l'aéroport, Ousmane Dio, tentait de contenir son effroi face à ce qu'il voyait. Ibrahim Traoré ne perdit pas de temps en longs discours. « Ouvrez-les toutes », ordonna-t-il, en référence aux valises interceptées. Chacune d'elles contenait plus que de simples objets. C'étaient des symboles matériels, de décennies d'exploitation, déguisés en coopération internationale. La deuxième valise, ouverte par 2 soldats, révéla des lingots d'or rutilants, chacun gravé du sceau du Burkina Faso et daté des derniers mois. « Notre or », déclara Traoré, tenant l'un des lingots, « extrait de notre sol, payé par la sueur de notre peuple, et sorti en contrebande sous la protection de passeports diplomatiques. » Dubois tenta de se défendre d'une voix tremblante. « Président Traoré, la Convention de Vienne. » Mais il fut immédiatement réduit au silence par le regard tranchant d'Aminata. La Convention de Vienne interdit aussi le trafic et l'espionnage, ambassadeur. Kaboré posa alors sur la table une série de photographies tirées des caméras de sécurité de l'aéroport. Des images montrant 3 véhicules diplomatiques arrivant à 22h47. Des hommes en uniforme déchargeant les 17 valises et les transportant discrètement jusqu'à l'avion. Dubois assis calmement dans la salle VIP en attendant le décollage. Chaque cliché portait une date et une heure. La chronologie des faits était irréfutable. La 3e valise contenait des documents, des contrats falsifiés, des rapports confidentiels, des cartes de réserve minérales inexplorées et des études géologiques qui n'avaient même pas été rendues publiques. Des informations stratégiques, vendues et transportées sous protection diplomatique, déclara Kaboré, pointant du doigt les feuilles scellées par les tampons officiels du ministère de l'Énergie. L'atmosphère devint encore plus pesante lorsque la 4e valise fut ouverte. Des dispositifs d'écoute, des micro-caméras dissimulées dans des boutons de manchette et des stylos, des drones camouflés en oiseaux, des transmetteurs cryptés. Kaboré brandit un petit objet cylindrique, l'examina et, d'un regard sombre, annonça « Matériel de la NSA, technologie américaine, utilisée par des Français, pour espionner des Africains. » Un silence lourd s'installa, jusqu'à ce que Traoré le brise. Des alliés, oui, mais jamais pour notre bénéfice. La 5e valise contenait des identités falsifiées, des dizaines de passeports et de documents portant des noms différents, mais les mêmes photographies. Ousmane Dio en reconnut une. Lui, il était ici il y a 3 semaines, se présentant comme observateur des droits humains. Aminata saisit un autre document, et celui-ci comme journaliste, il a interviewé notre ministre il y a quelques jours. Le réseau était vaste, tissé avec précision sur des années. Traoré se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'avion immobilisé sur la piste, encerclé de soldats. Le moteur tournait encore, mais le destin avait déjà changé. « Depuis combien d'années jouez-vous ce jeu ?» demanda-t-il, sans se tourner vers Dubois. « Combien d'années à envoyer des espions, à corrompre des dirigeants, à piller nos richesses ?» Sans attendre de réponse, il ordonna « Ouvrez la suivante ».
La 6e valise contenait des documents d'une extrême sensibilité, des plans de mobilisation de l'armée, des listes de personnel, des inventaires d'armement et des vulnérabilités stratégiques. Kaboré blêmit. Ces documents, ils sont uniquement dans le coffre-fort de l'état-major. Traoré hocha la tête, mais ajouta ironique. Et nous avons oublié le meilleur agent de renseignement, Mariam. Tous se regardèrent, stupéfaits. La femme de ménage qui travaille là-bas depuis 20 ans, personne ne la soupçonne, mais elle voit et entend tout. En ouvrant la 7e valise, ils découvrirent encore plus d'argent, cette fois en plusieurs devises. Dollars, euros, livres, yuan. Fonds pour les pots de vin, déclara Aminata, sans émotion. La 8e valise contenait des cadeaux luxueux, montres, bijoux, appareils électroniques, coûteux. Chaque objet était accompagné d'une carte. Pour le ministre Traoré, un souvenir. Pour le fils du gouverneur Zongrana, félicitations pour votre diplôme. Le mépris dans le regard d'Aminata était évident. Ils n'achètent pas seulement nos dirigeants, ils achètent aussi leur famille. Dans la 9e valise, Kaboré laissa tomber les documents au sol en voyant le contenu. Des dossiers sur la vie personnelle de Traoré, des photos, des enregistrements, jusqu'à des rapports médicaux. Traoré saisit l'un d'eux. « Mon dernier bilan de santé. Seul mon médecin et moi l'avions. » Kaboré, examinant un autre papier, écarquilla les yeux. La retranscription de notre réunion de sécurité, mot pour mot. L'étonnement fut général. « Mais nous avons vérifié la salle ?» s'exclama Kaboré. Traoré prit une profonde inspiration. « Peut-être n'ont-ils pas utilisé de technologie? Peut-être ont-ils utilisé quelqu'un ?» La 10e valise contenait des rapports scientifiques. Analyse de sol, carte des ressources en eau, rapport sur les ressources naturelles. Des recherches de plusieurs années qui allaient être utilisées par des entreprises étrangères comme si elles étaient leur découverte, commenta Aminata avec amertume. La 11e valise révéla du matériel de propagande. Tracts, vidéos, affiches. L'une d'elles montrait un visage familier. Laurent Compaoré, lut Kaboré à voix haute. Il est mort lors de la tentative de coup d'État de 2019. Traoré pointa l'image. Filmé à Paris. Il est vivant et prêt à revenir. En ouvrant la 12e valise, ils découvrirent des flacons contenant des substances chimiques. Kaboré les analysa et annonça, la gorge nouée, des poisons. Ils provoquent des crises cardiaques, simulent des AVC, imitent des intoxications alimentaires. Des armes parfaites pour des assassinats sans laisser de traces. Traoré s'approcha de Dubois. « Qui comptiez-vous tuer avec cela, ambassadeur ?» Dubois, pâle comme un cadavre, murmura. « Je ne faisais que transporter les valises. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. » Traoré s'approcha, les yeux fixés sur lui. « Vous ne saviez pas, mais vous les avez portées une à une, personnellement. Tout est sur les caméras. » Et puis, lorsque la 13e valise fut ouverte, la terreur monta d'un cran. Disque dur, clé USB, CD. Le spécialiste en technologie, Abdoulaye, fut appelé d'urgence. Après quelques minutes d'analyse, il releva la tête, incrédule. « Monsieur le Président, ce sont des copies de toute notre infrastructure numérique. » Aminata ne comprit pas. « Que voulez-vous dire ?» Abdul expliqua. « Ils ont accès à nos systèmes bancaires, télécommunications, énergie. Ils pourraient paralyser le pays entier s'ils le voulaient. » Traoré croisa les bras, regarda tout le monde et déclara « Aujourd'hui, ce n'est plus avec des armes et des chars qu'ils nous attaquent, mais avec la technologie. Bienvenue dans la nouvelle phase du colonialisme. » La 14e valise fut posée sur la table avec un soin particulier. Lorsqu'elle fut ouverte, elle révéla des contrats minutieusement rédigés, avec des clauses longues et un langage juridique précis. C'étaient des accords d'exploitation de pétrole et de gaz. Aminata feuilleta rapidement et s'arrêta, choquée. Ici, 80% de tout le pétrole découvert ira à l'entreprise française. Le Burkina Faso n'aura droit qu'à 20%. Kaboré saisit un autre contrat. Concession pour 50 ans. Il prévoit d'exploiter nos richesses pendant un demi-siècle. Mais ce fut Traoré qui porta le coup final. Regardez la signature. Il pointa le bas de la page. Elle était là, parfaite, reconnaissable. La signature d'Ibrahim Traoré. « C'est un faux », déclara-t-il sans hésiter. Une falsification parfaite. L'atmosphère, déjà saturée de tension, plongea dans un silence sépulcral. L'ambassadeur Dubois respirait difficilement,
comme si l'air raréfié de la salle VIP l'étouffait. Avant qu'il ne puisse tenter une nouvelle excuse, la 15e valise fut ouverte. Des listes, des centaines de pages. Chaque feuille affichait des noms de citoyens burkinabés. Enseignants, journalistes, activistes, prêtres, artistes. Ousmane Dio, perplexe, demanda « Quel genre de liste est-ce » Traoré feuilleta une page, et le visage lourd répondit « Une liste de cibles ». Aminata, horrifié, ajouta « Ici, il y a des codes. K pour neutraliser, T pour arrêter, S pour exiler, et E pour éliminer. » Kaboré, la voix tremblante, demanda « Combien avec E ?» Aminata compta rapidement. 47. Des journalistes, des juges, des leaders de l'opposition, et elle s'arrêta, sous le choc. Traoré prit la feuille et vit, son nom était le premier. « Et moi », compléta-t-il froidement. La 16e valise contenait des images aériennes en haute résolution, des cartes ultra détaillées de chaque recoin du pays. Kaboré fut impressionné. Ce sont des images satellites. Elles peuvent même lire les plaques des véhicules. Traoré y jeta un rapide coup d'œil. Nos dépôts d'armes, réservoirs de carburant, entrepôts de munitions, tout est identifié. Aminata, presque à bout de souffle, murmura « Un plan d'invasion prêt. Il ne manque que l'ordre. » Kaboré serra les poings. Ils étaient prêts à nous attaquer, ou à nous faire chanter. Enfin, il ne restait que la dernière, la 17e valise. Traoré s'approcha et posa la main sur le couvercle, respirant profondément. Le poids symbolique de ce moment était immense. Tous les regards étaient fixés sur lui. « C'est la dernière », dit-il avec solennité. En ouvrant la valise, ils trouvèrent un unique dossier, épais, relié en cuir noir, avec des lettres dorées sur la couverture. Opération Sankara, secrète. Traoré s'assit, ouvrit le dossier avec des mains fermes, mais son regard trahissait le poids émotionnel. Sur la première page, le titre « Objectif ». Élimination de Thomas Sankara et installation d'un gouvernement pro-occidental. La date était reconnaissable. 15 octobre 1987. Le silence devint absolu. Personne n'osait même respirer. Traoré lut à voix haute. Participants, Service secret français, DGSE, officier de liaison de la CIA, Blaise Compaoré, et 12 officiers burkinabés. Kaboré ferma les yeux, se souvenant de l'histoire sanglante qui avait marqué le pays. La description continuait. Méthode. Attaque armée pendant une réunion au palais. Exécution de Sankara et de 12 camarades. Le résultat final était sec et cruel. Opération réussie. Blaise Compaoré au pouvoir. Intérêt français garanti. Ousmane Dio serra les lèvres, contenant sa révolte. Aminata, les yeux embués, regardait fixement les photographies jointes. Le corps de Sankara, criblé de balles, le sang coulant sur le sol de la salle où il était tombé pour la patrie. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Traoré tourna quelques pages et s'arrêta, choqué. Opération Sankara, phase 2. La date, 2023-2024. La cible, Ibrahim Traoré. L'objectif, élimination de Traoré, successeur du legs de Sankara. La méthode. D'abord, pression politique. En cas d'échec, embargo économique. Et en dernier recours, élimination physique. Préparatif. Achat de 17 hauts fonctionnaires burkinabés. Préparation de Laurent Compaoré comme leader alternatif. Budget, 50 millions d'euros. Approbation. Paris. Et enfin, la phrase définitive, opération active. Traoré ferma le dossier, s'appuya sur la table avec ses 2 poings et resta là, quelques secondes, avec le poids de 36 ans d'histoire sur ses épaules. 36 ans plus tard, les mêmes méthodes, les mêmes assassins, dit-il, avec une douleur qu'il ne cherchait pas à cacher. L'ambassadeur Dubois se leva dans un élan. « Je ne savais pas. Je le jure. Je n'ai fait que transporter les valises. » Traoré l'interrompit, d'une voix froide comme l'acier. « Silence. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment d'agir. » Il se tourna vers Kaboré. « Colonel, tous les 17 noms de la liste. Arrêtez-les immédiatement. Fouillez leurs maisons et leurs bureaux. Gelez leurs biens. »« Oui, monsieur » répondit le colonel, saluant. Traoré poursuivit. « Aminata, convoquez une réunion extraordinaire du Parlement pour demain. Nous exposerons tout au peuple. »« Entendu, président. » Ousmane Dio, respirant profondément, demanda. « Et l'aéroport, monsieur ?» Traoré répondit sans hésiter. «
Fermé. Aucun vol n'entre ni ne sort. Tous les vols sont annulés. Selon vos ordres. Enfin, Traoré se tourna vers Dubois. Et vous, ambassadeur, vous aurez une chance. Une seule. Dubois, saisi d'un vain espoir, demanda « Laquelle ?» Traoré s'approcha lentement, regarda dans les yeux de l'homme terrifié et déclara « Vous rentrerez à Paris, mais pas seul. Vous emporterez des copies de tout, chaque document, chaque photographie, chaque enregistrement, et vous livrerez un message. » Traoré marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'horizon, où les premières lueurs commençaient à percer la nuit africaine. « Dites-leur, le Burkina Faso n'est plus une colonie. Notre or, notre uranium, notre pétrole, ils sont à nous. Vous ne pouvez plus acheter notre dignité avec des chantages, des menaces ou de l'argent. » Il prit une profonde inspiration avant de conclure. « Vous avez tué Thomas Sankara, mais vous n'avez pas réussi à tuer ses idées. Et dites aussi à Laurent Compaoré et à ses complices qu'ils viennent. Nous sommes prêts. Mais cette fois, le résultat sera différent. » Dubois, sans mots, se contenta de hocher la tête, vaincu. Quelques heures plus tard, à 6 heures du matin, la télévision nationale du Burkina Faso interrompit ses programmes. L'image d'Ibrahim Traoré apparut en direct, avec les 17 valises alignées derrière lui, comme des témoins silencieux d'un crime qui ne resterait plus caché. D'une voix ferme et claire, Traoré commença. « Citoyens du Burkina Faso, cette nuit, nous avons été témoins de l'un des épisodes les plus importants de notre histoire. Pendant 2 heures, il présenta, une par une, le contenu de chaque valise. Argent, documents, armes, poison, contrats, cartes. Rien ne fut caché. Et à la fin, avec un regard mêlant douleur et espoir, il déclara « 17 valises, 17 millions, 17 traîtres, mais nous sommes 17 millions de Burkinabés. Et maintenant, nous sommes éveillés. » L'impact fut immédiat et bouleversant. Des milliers de personnes envahirent les rues de Ouagadougou, brandissant des drapeaux, entonnant des chants. Vive l'indépendance véritable. À bas le colonialisme. Sankara vit. Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement français se réunissait en urgence. Le président français, furieux, hurlait « C'est inacceptable. Nous devons intervenir. » Mais le ministre des Affaires étrangères, plus prudent, temporisa « Monsieur le Président, le monde entier regarde. Les preuves sont écrasantes. Si nous intervenons, nous perdrons non seulement le Burkina Faso, nous perdrons toute l'Afrique. » Le ministre de la Défense, impatient, demanda « Alors, que faisons-nous ? Rien ?» Un vieux diplomate, avec des décennies d'expérience, répondit « Attendons, et prions pour que d'autres pays africains ne fassent pas la même chose. » Mais il était déjà trop tard. À Bamako, capitale du Mali, le président Assimi Goïta réunissait son cabinet. Tous les contrats avec les entreprises françaises seront révisés immédiatement. Des inspections rigoureuses commenceront dans nos aéroports. À Niamey, capitale du Niger, des milliers de personnes descendaient dans les rues, criant « Nous voulons nos 17 valises aussi, notre uranium est à nous !» Et le mouvement se propageait comme un feu de brousse, atteignant la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Au siège des Nations Unies, à New York, une session d'urgence fut convoquée. Le représentant français se défendait, exalté. « C'est une violation de l'immunité diplomatique, une atteinte au droit international. » Mais lorsque le représentant du Burkina Faso se leva, les dossiers à la main, l'Assemblée se tut. Il parla, d'une voix calme mais tranchante. Et que dit le droit international sur le vol des ressources de nations souveraines, sur le contrôle des dirigeants par le chantage, sur l'assassinat de Thomas Sankara? Il posa les dossiers sur la table. Voici les preuves. Que tout le monde voie, que tout le monde sache. Le représentant chinois déclara immédiatement « Nous soutenons le droit du Burkina Faso à la souveraineté. » Le représentant russe ajouta « L'ère du colonialisme est terminée. Ceux qui ne l'acceptent pas resteront dans l'histoire. » Le représentant des États-Unis resta silencieux. Il ne pouvait soutenir ouvertement la France, mais n'osait pas non plus endosser le Burkina Faso. Le monde regardait, stupéfait, alors que l'ancien ordre commençait à s'effondrer sous les yeux de tous. Cette même nuit, à Ouagadougou, des feux de joie illuminaient les places, les tambours résonnaient comme des cœurs battants, et des chansons de liberté se répandaient dans la ville. Un vieil homme, les larmes coulant sur son visage, tenait une photo de Thomas Sankara et disait à la foule «
Nous avons attendu 36 ans. Enfin, justice est faite. À ses côtés, une jeune femme parlait au micro, avec fierté. Mon père travaille dans les mines. Il gagne 2 $ par jour, alors que l'or qu'il extrait vaut 10 000. Maintenant, cela va changer. Des groupes d'étudiants chantaient à l'unisson. L'éducation sera gratuite, la santé sera gratuite, parce que nos ressources sont à nous. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré, bien qu'épuisé, réunissait son cabinet. Le ministre de la Défense demanda « Et demain, président ?» La France ne restera pas immobile. Traoré, avec un regard déterminé, répondit « Nous sommes préparés. Nous avons des accords de défense avec le Mali et le Niger. La Russie et la Chine ont promis leur soutien. Et le plus important, notre peuple est avec nous. » Le ministre de l'économie réfléchit. « Et les sanctions économiques ?» Traoré esquissa un léger sourire. « Nous avons de l'or, de l'uranium, bientôt du pétrole. Nous pouvons créer notre propre monnaie, notre propre banque, établir un marché commun avec l'Union africaine. » Le ministre de l'Intérieur compléta. « Et les traîtres ?» Le colonel Caboret répondit. « 17 sont en détention. Les enquêtes continuent. Ils ont déjà fourni 50 nouveaux noms. Le réseau est plus vaste que nous ne l'imaginions. » Traoré, avec fermeté, conclut. « Nous nettoierons tout, mais nous les jugerons avec justice. Nous sommes un État de droit. Nous ne serons pas comme eux. » À minuit, lorsqu'il fut seul, Traoré sortit sur le balcon du palais. De là, il voyait Ouagadougou briller sous les lumières des célébrations. Le son des festivités résonnait encore. Il sortit de sa poche une petite photo. Thomas Sankara. Il la regarda longuement et murmura. « Nous y sommes arrivés, commandant. Ça a pris du temps, mais nous y sommes arrivés. » Le lendemain matin, les journaux français titraient « Traoré, dictateur, voleur, terroriste ». Mais plus personne n'y croyait. Les images des 17 valises étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Le hashtag #17 valises circulait dans le monde entier, symbole de la résistance africaine contre le néocolonialisme. Au Parlement européen, le débat fut intense. Les députés progressistes critiquaient « Nous sommes au XXIe siècle. Faisons-nous encore du colonialisme ?» Tandis que les conservateurs tentaient de se défendre, ce sont des affaires internes à l'Afrique. Mais la vérité était indéniable. La boîte de Pandore avait été ouverte, et elle ne se refermerait jamais. Une semaine après l'incident des 17 valises, une délégation française, menée par le diplomate chevronné Pierre Foccart, petit-fils de Jacques Foccart, l'architecte des politiques françaises en Afrique, arriva à Ouagadougou. Foccart, en rencontrant Traoré, fut direct. « Nous voulons discuter. Nous voulons ouvrir une nouvelle page. » Traoré, ferme, répondit « J'accepte. Mais à une condition, les discussions seront diffusées en direct. Mon peuple verra tout. » Foccart hésita, mais finit par accepter. Lorsque les négociations commencèrent, Traoré prit la parole en premier. « Avant de parler de l'avenir, nous devons affronter le passé. Vous avez assassiné Thomas Sankara. L'admettrez-vous » Foccart resta silencieux de longues secondes, jusqu'à ce que, finalement, ils disent « Dans le passé, des erreurs ont été commises. » Traoré, la voix chargée, rétorqua « Des erreurs ? Tuer un dirigeant est une erreur ?» Foccart baissa la tête. « Oui, la France a joué un rôle là-dedans. Nous le regrettons. » L'aveu, diffusé en direct, parcourut le monde, marquant un moment historique. Traoré poursuivit. « Maintenant parlons de l'avenir. Le Burkina Faso est un pays souverain. Nos ressources sont à nous. L'acceptez-vous » Foccart répondit. « Oui, nous l'acceptons. » Traoré continua. « Tous les contrats miniers sont annulés. De nouveaux contrats seront conclus à des conditions justes. L'acceptez-vous » Foccart tenta de négocier. « Nous pouvons discuter. » Traoré l'interrompit. « Il n'y a rien à discuter. Acceptez-vous ou non ?» Après un appel tendu à Paris, Foccart revint. « Nous acceptons. » Traoré formula alors sa dernière exigence. « Les bases militaires françaises seront fermées. Tous les soldats quitteront notre pays. » Foccart écarquilla les yeux. « C'est inacceptable. » Traoré se leva. Alors il n'y a plus de discussion. « Attendez !» cria Foccart. Il respira profondément et, résigné, dit « Nous acceptons. » Et ainsi, après des heures de négociations intenses, un accord historique fut signé. Le Burkina Faso obtenait sa véritable indépendance. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un mois plus tard,
Laurent Compaoré, l'homme préparé par la France pour mener un coup d'État, tenta de traverser la frontière du Burkina Faso avec 200 mercenaires. Objectif: renverser Traoré et reprendre le pouvoir. Mais Traoré était prêt. Les services de renseignement burkinabais avaient intercepté les plans. À la frontière, une embuscade fut organisée. L'affrontement fut rapide. Les mercenaires se rendirent. Laurent Compaoré fut capturé et devant le tribunal confessa tout. La France nous a donné de l'argent, des armes, promis un soutien, mais ils nous ont abandonnés. 6 mois après l'épisode des 17 valises, l'économie du Burkina Faso surprenait le monde. Les revenus de l'exportation d'or arrivaient, pour la première fois, au peuple. Des écoles furent reconstruites dans tous les villages. Des centres de santé furent inaugurés dans chaque quartier. Des projets agricoles stimulèrent l'emploi des jeunes. Le monde observait, stupéfait, ce qu'on appelait le « miracle du Burkina Faso ». Mais Traoré tenait toujours à corriger « ce n'est pas un miracle. Nous utilisons simplement nos propres ressources, nous-mêmes ». Les 17 valises furent alors transportées dans un musée spécialement créé, le Musée national de l'indépendance. Chaque jour, des centaines de visiteurs s'y rendaient. Les écoles organisèrent des excursions pour que les enfants voient de près le symbole de la résistance. Un vieux professeur expliquait « Ici, les enfants, se trouvait l'avenir volé de notre pays, mais notre président l'a récupéré. » Une petite fille, aux yeux curieux, demanda « Professeur, notre or est vraiment à nous maintenant ?» Le professeur sourit et répondit « Oui, ma fille, maintenant, il est à nous, pour toujours. » La fillette sourit alors, avec la pureté de celle qui sait, instinctivement, qu'elle a désormais un avenir réel, un avenir libre, ouvert par les 17 valises. Et ainsi, le Burkina Faso ne s'endormit plus jamais. Les 17 valises n'étaient pas seulement de l'argent et des documents. Elles étaient le symbole d'un réveil, d'une résistance, d'une victoire. Des années plus tard, les livres d'histoire écriraient « L'épisode des 17 valises fut le début du second mouvement d'indépendance de l'Afrique. La première indépendance était politique, la seconde, économique. Et cette fois, elle était réelle. Ibrahim Traoré entra dans l'histoire comme l'homme qui ouvrit les 17 valises. Mais il disait toujours « Je n'ai fait qu'ouvrir les valises. Le véritable travail a été fait par mon peuple, qui s'est réveillé, qui s'est levé, qui a lutté. La victoire est la leur. » Et ainsi, le Burkina Faso, une fois de plus, honora la signification de son nom. La terre des hommes intègres. 17 valises, 17 millions, 17 traîtres. Mais, à la fin, une seule vérité, la liberté. Cette nuit-là, à l'aéroport, ce ne furent pas seulement des valises qui furent ouvertes. Ce furent les yeux d'une nation, et ils ne se refermèrent jamais. Le dernier mot revint à cette même petite fille, visitant désormais le musée avec sa mère. Elle regarda les valises, serra la main de sa mère et demanda « Maman, notre or est vraiment à nous. Maintenant ?» La mère sourit, les larmes aux yeux, et répondit « Oui, ma fille, maintenant, il est à nous, pour toujours. » Et la fillette sourit, parce qu'elle savait que maintenant, elle avait un avenir, un véritable avenir, un avenir libre, ouvert par 17 valises.